Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Cinema Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités variées cette semaine-ci avec notamment le fait que TikTok pourrait être banni aux États-Unis, enfin banni, on va en parler justement. Le minage de crypto revient en force, mais pas d'inquiétude, c'est pas les GPU qui sont visés cette fois-ci, mais les CPU, on en parlera. On a pas mal de news par rapport au GDC, donc le Game Developer Conference, où notamment on a eu des news Nvidia, AMD, très intéressantes d'ailleurs les news AMD, vous allez le voir et aussi un petit peu de news de la part de Microsoft à propos évidemment de leur nouvelle API pour les upscalers qui vont mettre dans DirectX. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a pas mal d'actualités. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première news de la semaine concerne TikTok qui pourrait être banni aux États-Unis et évidemment ça aurait des conséquences dans le reste du monde. Bon, en réalité, ce n'est pas un ban. Le but de la loi qui était passée ici dans la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est une des trois grosses parties du gouvernement, donc vous avez la Chambre des représentants, le Sénat et puis le président, serait de tout simplement forcer ByteDance à tout simplement revendre, en tout cas la partie États-Unis de TikTok. ByteDance c'est la compagnie mère de TikTok, pour information, et c'est une compagnie chinoise. Et c'est justement ça le problème que les Américains ont avec TikTok, c'est le fait que ils appartiennent à ByteDance, qui ByteDance est du coup une entreprise chinoise. TikTok n'est techniquement plus une entreprise chinoise toutefois, parce qu'ils sont basés à Singapour maintenant, mais c'est discutable on va dire. Euh, Encore une fois parce que ils appartiennent à ByteDance, donc on ne sait pas trop ce qui se passe en arrière-plan. Donc c'est justement pour ça qu'ils voudraient forcer ByteDance à revendre tout simplement TikTok à quelqu'un d'autre. Alors, le premier gros problème avec ça, c'est qui pourrait acheter TikTok. Il faudrait des sacrées poches très profondes pour acheter TikTok parce que on l'a vu, Twitter a été vendu pour 40 milliards de dollars. Bon, Twitter ne valait pas vraiment 40 milliards de dollars, on va être honnête, mais Twitter n'était même pas. Twitter a beaucoup d'utilisateurs, mais TikTok est juste beaucoup plus. A beaucoup plus d'influence. C'est un réseau social vraiment majeur à l'heure actuelle. Donc vous devez bien vous douter que ça va coûter encore plus cher que Twitter. Donc il y a des estimations qui sont données de minimum genre 70 milliards de dollars pour TikTok et ça peut monter jusqu'à même 300 milliards de dollars. Donc vraiment la valeur, même si on ne la connaît pas exactement, ça dépend évidemment de ce que vous êtes prêt à payer, bien souvent, elle est juste énorme. Donc les seules entreprises qui pourraient racheter TikTok et que les États-Unis aimeraient bien forcément, ce seraient des entreprises comme Meta ou Microsoft ou même Google. Après, Google a déjà YouTube, donc il y a peu de chances qu'on les laisse faire ça. Vous avez Meta qui a Instagram, donc peu de chances aussi qu'on les laisse faire ça. Donc la seule entreprise en réalité qui aurait un intérêt, qui a de l'argent aussi, et qui ça s'intégrerait bien au reste de tout ce qu'ils ont, ce serait peut-être Microsoft. Microsoft a évidemment Bing, moteur de recherche. Ils n'ont pas vraiment leur propre plateforme de diffusion de vidéos. Et même si TikTok, on va être honnête, comme c'est plus un réseau social, ils ont quand même une énorme partie technologique au niveau vidéo. Donc ça permettrait d'avoir, pour Microsoft, d'avoir leur propre plateforme similaire à YouTube. Parce qu'après, ils pourraient sans problème faire en sorte qu'il y ait aussi des vidéos en 16 neuvième et tout ça. Donc ça pourrait être très intéressant pour Microsoft. Mais le truc maintenant, c'est que, ok, les États-Unis seraient contents de ça. Mais la Chine ne serait pas content parce que même si TikTok n'est techniquement pas une entreprise chinoise, ByteDance l'est et du coup le gouvernement chinois pourrait être en mode non, ByteDance, vous ne pouvez pas revendre TikTok à une autre entreprise, surtout américaine. Parce qu'il y a évidemment pas mal de conflits entre les États-Unis et la Chine à ce niveau-là. Donc en gros, si cette loi passe au Sénat, parce que pour le moment elle est juste passée à la Chambre des représentants, donc il faut qu'elle passe au Sénat et puis qu'elle soit signée par le président. Donc si elle arrive à passer tout ça, ce qui va prendre du temps et c'est pas garanti, on va se retrouver dans une situation vraiment très compliquée parce que les États-Unis voudront quelque chose et la Chine voudra autre chose. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui pourrait se passer, c'est le fait que du coup, si la loi est vraiment passée et que personne n'est prêt à racheter ou personne ne peut racheter TikTok, tout simplement, l'application sera enlevée des App Store américains, donc Play Store, App Store, de chez Apple et tout ça. Et du coup, techniquement, l'application serait beaucoup plus compliquée à obtenir, même si évidemment, tous les gens qui l'auraient installé sur leur téléphone l'auraient toujours. Donc ça, ce serait la première chose qui pourrait arriver. Maintenant,
Peut-être que TikTok pourrait juste être revendu, la version américaine pourrait être revendue, donc tous les utilisateurs américains auraient une version différente de TikTok qui appartiendrait à quelqu'un de différent. Mais ça veut dire que du coup, les vidéos qui viennent pas des États-Unis, quelqu'un qui a TikTok en Europe et poste une vidéo, mais quelqu'un aux États-Unis ne verrait plus ces vidéos parce que ce serait une application totalement différente. Donc là aussi, ça pose énormément de problèmes. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une situation très compliquée, on va être honnête. En parlant d'une plateforme qui diffuse des vidéos, nous avons aussi une news qui concerne YouTube. YouTube a récemment rajouté une option quand vous uploadez une vidéo qui vous permet de tout simplement préciser si dans cette vidéo, vous avez une vraie personne, soi-disant, qui apparaît, mais qui dit quelque chose qu'il n'a jamais dit. Donc peut-être vous avez pris une vidéo, je sais pas moi, d'un politicien ou d'un acteur, et avec une IA, vous avez fait en sorte qu'il dise autre chose. Donc vous devez préciser si c'est le cas, ou alors si vous avez altéré des images d'un endroit réel ou même d'un événement réel, mais avec une IA, donc peut-être vous avez fait une fausse vidéo IA ou même fait juste une photo IA que vous mettez dans une vidéo, je sais pas moi, de Paris et à la place de la Tour Eiffel, je sais pas moi, il y a une pizza géante et vous l'avez fait via IA, vous devriez cocher cette case. Ou alors, tout simplement, si vous avez généré des choses réalistes qui ne sont jamais arrivées. Donc peut-être que là, encore une fois, vous générez des fausses images d'un faux événement et vous faites croire peut-être aux gens que ça arrivé, tout simplement. Donc le but de cette nouvelle option, c'est basiquement de préciser clairement si vous utilisez une IA pour pas tromper les gens, mais pour faire des choses dans la vidéo qui pourraient tromper les gens. Donc, euh, ça ne concerne pas forcément tout ce que vous pouvez faire avec une IA. Si vous avez, par exemple, utilisé une IA pour traduire un texte en anglais vers du français pour utiliser dans votre vidéo, ça, ça, ça ne compte pas, selon moi, parce que ça ne remplit pas justement la description ici de YouTube. C'est pas vraiment un contenu qui a été altéré par IA, c'est plus un contenu qui a été traduit par une IA, mais du coup, ça aurait pu être traduit par une personne, ce serait revenu au même. À part si évidemment l'IA a fait exprès de traduire d'une manière pas correcte et que ce serait du coup considéré comme altéré, mais en général, je dirais non. Donc le but, c'est vraiment de rajouter tout simplement cette petite pop-up si quelqu'un le coche. Donc si quelqu'un a vraiment utilisé une IA pour faire une vidéo et il a vraiment utilisé beaucoup dans la vidéo, au point même que ça pourrait tromper les gens, il devrait cocher cette option et du coup YouTube vous affichera par exemple sur les shorts que ça a été altéré par une IA. Donc vous, ça vous permet de savoir si ça a été le cas. Et honnêtement, vous pouvez vous dire, oh mais on reconnaît les contenus par IA. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on reconnaît parce que ils ont quelque chose de reconnaissable, mais avec l'arrivée de Sora, avec, c'est pas encore disponible, mais ça va bientôt arriver, avec certaines IA qui font des voix, genre, franchement hyper réalistes. Moi, j'ai déjà entendu des vidéos, franchement, je croyais que c'était une vraie personne. Et puis, d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et j'ai regardé une autre vidéo du même créateur, et la voix était différente. Ils utilisaient une autre voix générée par une IA. Et donc là, je m'en suis rendu compte parce que l'autre voix était beaucoup moins bonne, en fait. Et donc là, je me suis dit, ok, en fait, c'était pas leur voix, c'était une IA depuis le début. Donc je me suis totalement fait tromper. Si j'avais eu ça, ben, je l'aurais su au moins. Et donc, le but aussi de rajouter cette petite case, ça permettra aussi à YouTube de savoir quelle vidéo a été générée par l'IA, ou en tout cas altérée, et donc ça permettra à YouTube d'entraîner leur propre IA pour détecter ce genre de vidéos, et donc de pouvoir les labelliser correctement. Euh, YouTube ne fait pas ça parce qu'ils veulent être bons samaritains ou autre chose, on va être honnête. Je pense que la raison pour laquelle ils font ça, c'est tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a des lois qui vont arriver aux États-Unis et en Europe qui les forceront à détecter les contenus générés ou en tout cas altérés par IA et de les labelliser correctement. Ils savent que ça va finir par arriver parce que les IA deviennent tellement bonnes maintenant qu'il y a un réel risque d'influencer la politique, d'influencer même n'importe quoi. Et donc, il va falloir labelliser ça correctement. Donc, YouTube prend les devants et je pense que c'est tout à fait logique, honnêtement. Donc, la seule solution qu'on aurait, justement, par rapport au fait, comme j'ai dit, que ces IA deviennent de plus en plus bonnes, c'est d'avoir une IA qui détecte les autres IA. Et donc là, ça va être la guerre des IA qui se détectent l'une l'autre. Ça va être très intéressant, je suppose. Donc bref, dans tous les cas, vous avez cette nouvelle option quand vous uploadez une vidéo YouTube. Par défaut, il n'y a rien de coché. Vous n'êtes pas obligé de cocher pour le moment, mais plus tard, il pourrait vous forcer à cocher un petit peu comme
Là, vous avez le Ask Ability ou je sais plus quoi. C'est le formulaire par rapport au pub qui vous dit, vous dites s'il y a par exemple une personne mineure qui apparaît dans la vidéo, ce genre de choses. Et ça, vous êtes obligé de le remplir quand vous uploadez une vidéo YouTube, il faut le savoir. Donc peut-être qu'à terme, cette petite option libre pour le moment deviendrait obligatoire. Et là, ben, on verrait bien ce que ça donnerait. Et ça permettrait encore une fois à YouTube d'entraîner en tout cas leur système pour mieux détecter ces vidéos. Donc pour moi c'est une bonne chose quoi qu'il arrive parce que même si les IA sont géniales pour faire des choses, euh, ça semble logique à dire. Si on a des IA qui font n'importe quoi ou des gens qui ont des buts pas forcément très bons et ils utilisent les IA pour y arriver, ça pourrait être très mauvais pour la société de manière générale. Donc c'est pas plus mal que YouTube prenne un peu les devants là-dessus pour justement améliorer la situation. Et du coup, je donnais à dire aussi, évidemment, que cette vidéo n'a pas été générée par une IA. La preuve, comme vous pouvez voir, j'ai seulement 10 doigts et je peux bouger mes mains et il n'y a pas un 11e qui apparaît ou autre chose. Donc ça, c'est la preuve ultime si je suis une IA. Du coup, le minage de cryptocurrency est de retour, mais votre GPU est en sûreté, ne vous inquiétez pas, parce que le but ici de ce retour au minage de cryptocurrency, qui a toujours continué, hein, il faut quand même le préciser, notamment Bitcoin et tout ça, c'est toujours miné, mais bien souvent c'était miné avec des matériels dédiés, plus forcément des GPU, parce que les GPU étaient juste pas assez bons. Et du coup, on a un regain parce que certaines personnes minent une cryptocurrency qui s'appelle le Cubic, voilà. Et le Cubic est juste beaucoup plus facile à miner avec un CPU comme par exemple Ryzen 9 7950X. Ça vous permet, en tenant compte même de la consommation électrique, de générer jusqu'à 3 dollars par jour en minant cette cryptocurrency, alors qu'une RTX 4090 générerait seulement un profit de 1,90$. Donc comme vous pouvez voir, beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui voudrait justement miner des cryptos. Et donc ça amène à une situation où vous pouvez avoir du mal à trouver des CPU en ce moment. Alors c'est pas tous les CPU qui sont affectés, c'est surtout AMD parce que Intel consomme trop et donc ben, ça diminue l'intérêt de prendre un processeur Intel parce que la consommation électrique serait trop haute et les profits seraient plus bas. Donc c'est surtout les processeurs AMD qui sont visés ici. Donc si vous avez du mal à trouver un 7900X notamment, les tout gros avec beaucoup de cœur, c'est pour cette raison-là. Il me semble pas que le 7800X 3D soit très intéressant parce qu'il manque un petit peu de cœur. Donc je pense que les mineurs qui font ça seraient plus intéressés par juste un Ryzen 7700 qui a autant de cœur et qui doit être pratiquement aussi rapide et qui consomme moins et qui est moins cher. Donc tenez-en compte. Si vous voulez un 7800X 3D pour les jeux, ça devrait être moins affecté. Mais quoi qu'il arrive, c'est en train de réellement diminuer les stocks de CPU disponibles parce que les gens, ces personnes-là essaient de justement sauter sur l'occasion et essayer de faire un petit peu de profit. Alors tenez compte quand même que même 3 dollars par jour, faudra quand même genre pas mal de jours. Il me semble que c'est pratiquement 200 jours pour rentabiliser le CPU si vous l'achetez à prix plein. Donc, il y a un risque. Il y a clairement un risque. Parce que si cette crypto s'effondre d'ici même juste 3 mois, hein, pas tout de suite, ben, vous n'aurez pas récupéré votre argent. Et si vous avez déjà du coup un 7950X et que vu que c'est encore un petit peu l'hiver et que vous avez peut-être besoin de chauffer votre maison, peut-être que ça vaut la peine d'en miner un petit peu. Comme ça, vous chauffez votre maison et vous faites un petit peu d'argent et vous avez déjà le CPU de toute manière. Pourquoi pas. Ensuite, en parlant de chauffer, ça n'a rien à voir en fait. Microsoft a commencé à sortir leur nouvelle Surface, mais pas pour vous, pour les professionnels. Donc oui, vous avez la Surface tablette du coup qui a 10, la Surface Pro 10 qui arrive, et aussi les Surface Laptop 6 qui arrivent. Et les grosses nouveautés, pour info, il n'y en a pas énormément. Il y a surtout une nouvelle touche ici, comme vous pouvez voir à droite de la touche espace, qui est la touche Copilot, pour utiliser tout simplement Microsoft Copilot, qui est basiquement qui utilise ChatGPT, donc c'est un système de chat, donc vous pouvez appuyer dessus, taper des trucs, avoir des réponses, intégrer directement à Windows. Et puis la deuxième grosse nouveauté est surtout au niveau des processeurs, évidemment, ici, donc en général, les Microsoft Surface utilisent des processeurs Intel. Il y a eu quelques Surface laptop avec des processeurs AMD, mais c'est globalement du Intel. Donc là, ils vont passer au Core Ultra, ce qui est évidemment une bonne chose, parce que les Core Ultra sont un peu plus efficaces au niveau énergétique quand ils sont utilisés correctement. Et donc, ça devrait améliorer ces produits. Mais aussi,
nous aurons normalement, et c'est pas encore le cas, mais on aura une version ARM qui devrait utiliser certainement les nouveaux Snapdragon Elite X qui, pour information, pourraient être aussi puissants que des puces M2, voire même des puces M2 Max de Apple. Donc ça, c'est très prometteur. Mais bon, là, c'est seulement au niveau professionnel que c'est arrivé. Donc on les attend pour peut-être avril, mai, pour Monsieur Tout le Monde. Donc vous pouvez les acheter sur le site Microsoft. Et du coup, en même temps, ils sortiraient la version ARM parce que les processeurs du coup de Qualcomm ne sont pas encore tout à fait prêts. Ils ont été un peu présentés, tout ça, mais ils ne sont pas encore disponibles dans un appareil. Donc ça devrait arriver à ce moment-là. Donc c'est certainement aussi à ce moment qu'on verra la présentation officielle de Microsoft de ces nouvelles Surface Pro ainsi que Surface Laptop. Je suis personnellement assez intéressé de voir ce que ça donne, surtout la version ARM, parce que la version non ARM, honnêtement, ça va pas énormément changer. Il me semble que aussi l'écran est un peu plus lumineux, mais voilà, quoi, c'est pas le plus gros changement. Mais quoi qu'il arrive, je suis très intéressé de voir ce que ça donne cette version ARM, parce que là, on l'attend depuis hyper longtemps, quoi. Un petit peu de concurrence dans ce marché-là, parce que jusqu'à maintenant, c'est juste Apple qui domine. Et en parlant de concurrence, Asus a finalement cédé et va faire comme la concurrence. Le nouveau Zenfone, qui est le Zenfone 11 Ultra, est un gros téléphone. Donc l'ancien Zenfone, le Zenfone 10, c'était un petit smartphone vraiment avec un écran de 5,9 pouces, donc très compact, mais toujours avec des fonctionnalités haut de gamme, surtout au niveau caméra et par exemple Snapdragon. Mais ben, c'était pas le plus populaire parce que pas beaucoup de gens veulent un petit téléphone apparemment, comme on l'a vu avec l'iPhone mini aussi qui s'est mal vendu. Et du coup, Asus a tout simplement cédé. Ils se sont dit, ok, on va prendre le ROG Phone, parce que c'est basiquement le design du ROG Phone. On va enlever les trucs qui font que c'est un téléphone gamer, donc les triggers, les trucs que vous pouvez appuyer au-dessus du téléphone dans les jeux. Le port USB type C sur le côté, on l'enlève, mais basiquement le reste du téléphone reste le même. On a à peu près la même chose à l'intérieur aussi, toujours avec un Snapdragon 8 Gen 3. Il y a un peu moins de RAM, là on a 12 ou 16 Go, alors que le ROG Phone en a beaucoup plus. On a pas mal de stockage, toujours la batterie 5500 mAh, chargement rapide jusqu'à 65 watts, l'écran de 6,78 pouces, OLED qu'on a sur le ROG Phone, donc exactement le même. Il est d'ailleurs capable de faire du 120 Hz, voire même du 144 Hz en mode gaming only. Donc vraiment, ils ont pris le ROG Phone, mais ils l'ont rajouté à la sauce Zenfone. Et ce qui est assez étrange du coup, c'est qu'il a déjà été un petit peu testé. Et genre, les caméras sont bonnes, genre, sont vraiment bonnes. Euh, Parce que les Zenfone ont toujours, franchement, très bonne qualité d'image, en fait. Il y a des comparatifs, des fois, qui sont faits, notamment, vous avez MKBHD qui fait des comparatifs, des blind tests, où ils montrent juste des photos en ligne aux gens, et puis ils disent aux gens, OK, quelle photo vous préférez? Vous préférez celle de droite, celle de gauche? Et les gens votent. Et à la fin, en fait, ils révèlent quel smartphone avait pris cette photo-là. Et bien souvent, les Zenfone se place assez bien dans ce comparatif, ce qui prouve que Asus réellement gère plutôt bien au niveau photo. Peut-être pas au niveau purement technique, parce qu'il y a des analyses techniques qui sont souvent faites qui mettent d'autres smartphones en avant, mais ce que les gens veulent d'un appareil photo, visiblement, Asus a plutôt bien géré. Et ce qui m'étonne, personnellement, c'est que les ROG Phone, c'est Asus ROG. C'est juste la division gaming de Asus. Eh bien, les ROG Phone n'ont jamais profité du traitement photo des Zenfone, pour je ne sais quelle raison. Euh, Juste voilà, si vous avez un ROG Phone, oui, prend des photos potables, mais pas aussi bonnes qu'un Zenfone. Donc c'est ça que j'ai jamais compris la logique. Donc là maintenant, on se retrouve avec un Zenfone qui est basiquement un ROG Phone et qui prend des meilleures photos alors qu'il a le même setup caméra. Donc là, il va falloir m'expliquer. Peut-être qu'il va avoir une mise à jour du ROG Phone qui améliore du coup le traitement photo. Mais s'il n'y en a pas, franchement, là je suis en mode What Asus? Genre, ça n'a aucune logique. Si vous ne faites pas une mise à jour pour améliorer la photo du dernier ROG Phone, alors que vous avez basiquement la même chose hein, avec le Zenfone 11 Ultra, ben, c'est que vous voulez vraiment pas que les gens. Vous voulez vraiment segmenter votre marché. Et ça, selon moi, c'est une très, très, très mauvaise décision parce que, franchement, moi, le ROG Phone, il a tout ce que j'aimerais bien, en fait. Sauf les bonnes photos. Et donc, à chaque fois que je regarde pour un nouveau smartphone, j'ignore automatiquement le ROG Phone parce que je sais que il n'a pas les meilleures photos, honnêtement. Oui, ça dépanne pour la plupart des gens. Clairement, ils l'ont designé pour les gamers surtout. Mais tout ce qui fait un bon téléphone gamer, ça fait aussi un bon téléphone pour tout le monde, en fait. Genre puissant, bien refroidi,
beaucoup de RAM et tout ça, ça aide monsieur tout le monde. Ça donne la meilleure expérience multimédia. Mais sacrifier la photo alors que vous avez basiquement fait le travail sur le Zenfone et que vous pouvez juste l'utiliser sur le Rockphone, stupide. Donc ouais, bref, maintenant au moins, ma foi, pour ceux qui aimaient bien le principe du Rockphone, mais qui voudraient une meilleure photo, ben, le nouveau Zenfone 11 Ultra. C'est juste dommage qu'il soit sorti un petit peu en retard par rapport à... Ben, je viens juste de racheter un nouveau smartphone, donc moi j'aurais clairement envisagé, mais maintenant ben, c'est un petit peu trop tard, donc ma foi, voilà, peut-être la prochaine version, peut-être le Zenfone 13 Ultra, on verra bien. Ensuite, une autre petite news, c'est que vous avez un très bon deal sur le Corsair HS80, qui est un casque de chez Corsair que j'avais personnellement reçu pour une vidéo sponsorisée Corsair par le passé, je tiens à être clair là-dessus, mais j'ai commencé à utiliser et puis j'étais en mode hey, en fait, il est vraiment bien. Donc, c'est un casque sans fil. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le connecteur sans fil qui est toujours là-haut. Vous pouvez le voir dans d'anciennes vidéos parce que des fois, j'oublie de remettre le pot devant. Et du coup, vous avez ce connecteur sans fil. Donc, c'est un casque sans fil. Vous pouvez aussi le brancher en USB si vous voulez. Et ce que j'aime bien, c'est que déjà, il est confortable. Vous avez cette bande au-dessus qui vous permet de... Vous n'avez pas besoin de l'ajuster. Vous pouvez juste le mettre. Et c'est toujours parfaitement ajusté. C'est un casque fermé. Donc ça vous donne un son un petit peu plus... avec un peu plus de punch, plus de bass notamment. Certaines personnes préféreront évidemment une version ouverte. Donc ma foi là, c'est moins pour vous. Et du coup, il a un très bon son. Le sans-fil est excellent. Genre Corsair, genre. Il gère vraiment bien le sans-fil. Des fois, je peux sortir limite même du bureau. Je continue de recevoir l'audio. Bien meilleur que du Bluetooth. Moins de délai aussi que du Bluetooth. Ça, c'est aussi très important pour le gaming. Et le dernier point positif que j'aime bien, c'est que le micro est bon. Alors, pas aussi bon qu'un micro comme ça, mais genre, il est très bon par rapport à d'autres casques. Juste excellent. Donc, ça me permet de toujours parler avec d'autres personnes. Mais comme c'est du sans fil, je peux aller à l'autre bout de la pièce parce que ça, je peux pas vraiment le prendre avec moi. Donc, il a remplacé mon casque que j'avais avant, qui était le Bear Dynamic, je sais plus combien, que j'utilisais toujours dans mes vidéos avec les Ear Cup gris, si vous vous souvenez. Mais il a remplacé ce casque-là et je l'utilise depuis et je l'adore. Donc, si vous le voulez, je mettrai un lien affilié dans la description parce qu'il est en promo à 119 €. Et franchement, selon moi, pour 119 €, tout ce que vous avez avec ce casque, c'est juste excellent. Il a une bonne batterie qui dure longtemps, jusqu'à 20 heures d'autonomie. Évidemment, ça dépend si vous allumez aussi les lampes et tout ça. Le micro est excellent, il est confortable, il a du bon son, il est aussi compatible PS5 et PS4, donc c'est plutôt cool. Et du coup, vous pouvez l'avoir pour 119 €. Il y a aussi une version blanche pour le même prix, qui est même promotion. Donc voilà, je mettrai en description les deux versions. Alors ça, c'est encore une autre version, faites attention, il y a une version grise apparemment, mais elle n'est pas en promotion. Je vous mettrai les deux liens dans la description vers la version noire et la version blanche. Et du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à acheter. Ça soutient la chaîne. Et en plus, vous aurez un très bon casque qui est en promotion. Ensuite, en parlant de promotion, il n'y en aura pas sur cette news-là parce que Nvidia a introduit leur nouvelle architecture Blackwell pour les GPU. Alors, ici, ils ont introduit du coup l'architecture et ils en ont surtout parlé pour les data centers. Ça ne veut pas dire qu'ils ont présenté les RTX 5000. Ça arrivera plus tard, tenez-en compte. Et aussi ces GPU-là, même s'ils les ont présentés, ça ne veut pas dire que vous pouvez en acheter dès maintenant. Mais ils ont du coup présenté Blackwell, qui est la nouvelle architecture GPU, qui sera du coup, il me semble qu'il jusqu'à 30% de densité de transistors en plus. Ils peuvent avoir d'ailleurs jusqu'à 208 trillions de transistors dedans, dans un seul GPU du coup Blackwell, et jusqu'à 192 gigas de mémoire HBM3E, qui est de la mémoire directement intégrée sur le SoC, donc juste à côté du GPU, comme on peut le voir ici. Donc oui, c'est très massif d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est le GPU, et puis là, vous avez la mémoire HBM. Donc juste un GPU massif, extrêmement puissant, et vous pouvez évidemment en combiner plein, parce que c'est ce qu'ils aiment bien faire avec Nvidia. Ils s'amusent à en combiner plein. Donc notamment, vous pourrez acheter vous pourrez soit acheter juste un serveur rack avec plusieurs GPU Blackwell, mais aussi ils vendront tout simplement genre toute une armoire de GPU si vous le voulez. Et en gros, avec une seule armoire, vous avez basiquement un supercalculateur pour développer des IA et tout ça. Et ce qui est intéressant selon moi, outre toutes les specs, vous voyez qu'il y a énormément de specs, on pourra en parler pendant 3 heures, mais voilà. Ce qui est intéressant selon moi, c'est que c'est vraiment la première architecture GPU que Nvidia sort, surtout pour les data centers, depuis
depuis que ChatGPT est devenu hyper populaire. Parce que l'architecture qu'ils avaient sortie avant, et qui était à peu près en même temps quand ils ont sorti que euh, l'arrivée massive de ChatGPT, mais évidemment, il avait déjà designé par le passé. Et Nvidia est évidemment très orienté IA depuis pas mal de temps, depuis 2019 basiquement, avec les premières RTX. Donc ils étaient déjà assez, on va dire, en avance sur leur temps. Mais même avec ça, ils ne savaient évidemment pas forcément prédire que ChatGPT serait hyper populaire. Donc là, c'est vraiment la première architecture qu'ils ont certainement eu l'occasion de tweaker, ajuster pour être vraiment puissante pour ce genre de tâches. Et c'est pour ça qu'il y a des améliorations juste massives pour justement des personnes qui voudraient développer des IA avec des modèles de langue massifs avec énormément de paramètres. Donc ça, c'est très intéressant selon moi. Il le précise même d'ailleurs, jusqu'à 34 trillions peut-être de paramètres à la seconde, c'est juste énorme. Et donc il compare par rapport à Hopper, pas à Ada Lovelace, parce que Hopper était du coup l'architecture data center, qui est basiquement la même chose qu'Ada Lovelace qu'on a sur les RTX 4000. Et donc, comme vous pouvez voir, 2,5 fois plus de puissance en calcul FP6, en calcul FP4, 5 fois les model size, donc la taille des modèles d'IA, vous pouvez aller jusqu'à 6 fois plus, la bande passante 5 fois plus, et vous avez aussi le nouveau NVLink qui est encore plus rapide pour combiner encore plus de GPU, qui est jusqu'à 4 fois plus rapide. Alors, Nvidia aime bien faire, oh, c'est 4 fois plus puissant, 30 fois plus puissant, mais bien souvent, quand vous regardez, il y a beaucoup de petits astérix, et c'est très spécifique. Mais quoi qu'il arrive, au niveau IA, Nvidia, franchement, domine déjà, on peut le dire. Même si vous n'avez pas Nvidia, vous devez quand même le reconnaître qu'ils dominent à ce niveau-là. Et avec cette nouvelle architecture, ils vont encore plus dominer en fait. Euh, et il faut aussi tenir compte, c'est assez intéressant, mais Blackwell, c'est une news qu'on a juste après. Du coup, Blackwell va être aussi utilisé. On va avoir basiquement le même GPU pour les RTX 5000, mais évidemment une version plus petite, hein, tenez-en compte, mais ça va être basiquement le même GPU et il est toujours gravé du coup en techniquement TSMC 4 nanomètres. Alors, tenez compte que le 4 nanomètres de TSMC, voilà, ça dépend comment vous le voyez, mais c'est pas forcément toujours du 4 nanomètres, ça peut être aussi du 5 nanomètres. Bref, dans tous les cas, c'est basiquement le même processus de gravure, juste un petit peu tweaké. Et même sans trop changer de processus de gravure, du coup, ils arrivent à avoir une densité en transistor 30% plus importante. Donc ça, c'est justement le chiffre que j'avais donné avant et qui est, selon moi, très intéressant. Genre 30% de transistors en plus dans la même taille, c'est-à-dire 30% de performance en plus. Après, il faut tenir compte de la consommation électrique, et ça, c'est un autre sujet. Du coup, on a un petit résumé ici, vite fait. On avait déjà vu dans le Texama Show de la semaine dernière des premières specs de ces RTX 5000. Et du coup, ça se confirme que oui, ils vont utiliser basiquement la même architecture que sur Blackwell. Donc c'est différent, comme je l'avais dit, de Ada Lovelace et de Hopper, qui avaient vraiment deux noms de code différents et qui étaient... Ils n'avaient pas les mêmes buts, en fait. Euh, C'était techniquement la même chose, mais designé différemment selon les marchés. Mais la Blackwell, du coup, version grand public, serait très similaire à la version data center, mais évidemment beaucoup plus petite et sans la mémoire HBM et tout ça. Ça utiliserait la GDDR7, bien sûr. Donc on verra bien ce que ça donnera. La rumeur, c'est que ça arrive fin d'année. Ce serait logique. Par rapport même au RTX 4000 qui était sorti aussi, qui avait été basiquement annoncé fin 2023, c'était, oui. Non, fin 2022, voilà, et qui était sorti basiquement début 2023. Donc on pourra avoir à peu près la même chose avec du coup ici Blackwell pour les RTX 5000. Mais on a aussi du coup des news AMD. La première, c'est le fait que une nouvelle mise à jour du coup des drivers AMD va vous permettre de enfin overclocker la RAM des RX 7900 GRE. Je l'avais oublié, mais oui, la RAM des 7900 GRE n'était pas overclockable depuis la première sortie de cette carte en Chine même. Vous pouviez overclocker le cœur du GPU, mais pas la RAM. Ce qui était apparemment un bug, mais pour moi un bug assez bizarre parce que quand vous regardez les specs, on ne les a pas ici, mais de la 7900 GRE, le gros limiteur de ces 7900 GRE, c'est la vitesse de la RAM. Parce qu'elle a basiquement la même vitesse de RAM que la 7800 XT, alors qu'elle a beaucoup plus de puissance brute. Et donc, c'était ce qui la limitait certainement le plus.
Et là, ça s'est confirmé. TechPowerUp a testé maintenant avec la possibilité d'overclocker. Et ils ont trouvé que si vous overclockez à fond cette 7900 GRE, du coup Hellhound, qui n'est même pas un modèle de base, c'est encore un modèle custom qui est légèrement plus puissant que le modèle de base, vous pouvez avoir jusqu'à 14,9% de performance en plus. C'est massif comme overclocking. Ces derniers temps sur les GPU, si vous faites du plus 8%, vous pouvez déjà être content. Là, c'est plus 15% sur un GPU. Et donc, ça propulse cette 7900 GRE à pratiquement la puissance d'une 7900 XT. Ce qui est logique aussi parce que les specs sont très similaires à une 7900 XT. La seule différence, encore une fois, c'est cette RAM qui n'était pas assez rapide. Donc, si vous le pouvez l'overclocker, c'est génial. Donc, franchement, avec cette arrivée de driver et cette possibilité, la 7900 GRE, pour monsieur tout le monde qui compte pas overclocker, c'est un GPU intéressant, il n'y a pas de problème. Mais pour les bidouilleurs, c'est certainement le meilleur GPU que vous pouvez avoir. Franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Oui, elle consomme un peu plus que la 4070 Super de Nvidia, mais vous pouvez tellement bidouiller derrière pour avoir plus de performance. Moi, je dirais, ça vaut limite plus la peine. Bien évidemment, ça dépend aussi de ce que vous faites avec votre PC. Encore une fois, si vous êtes dans le domaine professionnel, Nvidia domine assez bien. Mais si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo, et surtout, vous n'en avez rien à faire du ray tracing, ça pourrait être un excellent choix. Donc, ma foi, il n'y a pas plus à dire là-dessus. La 7900 GRE devient encore meilleure, et selon moi, devient l'un des meilleurs GPU que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, si vous êtes prêt à bidouiller. Ensuite, on a aussi AMD qui a annoncé FSR 3.1, et l'avantage du coup de FSR 3.1, c'est qu'ils ont surtout amélioré la qualité de leur upscaler. Donc on ne parle pas ici d'améliorer le frame génération qu'ils ont rajouté avec FSR 3, on parle vraiment d'améliorer juste l'upscale de base. Prendre une image en 720p, la remettre en 1080p, ce genre de choses. Parce que, franchement, c'était la faiblesse d'AMD. Il y a des tests qui ont été faits, notamment, je vous conseille la chaîne Hardware Unboxed. Ils ont testé, ils ont trouvé que FSR 3, genre la génération d'images était en réalité pas dégueu, même par rapport à Nvidia, et même par rapport au fait que Nvidia a dit que oui, il faut absolument une RTX 4000 et tout ça, et puis vous avez un AMD qui sort ça, qui tourne sur des RX 6000, et ça tourne en réalité plutôt bien. En tout cas, tout l'algorithme de génération d'images. Alors, DLSS reste meilleur, il faut tenir compte, mais le gros limiteur qu'ils ont trouvé dans leur test, c'était toujours l'upscaler. Et ça, on l'avait déjà vu avec FSR dans le passé, si vous vous souvenez. Quand vous jouez en 4K, ça va encore, parce que le jeu est rendu en 1440p avec FSR, ça va. Mais si vous utilisiez FSR en 1080p, donc sur un écran 1080p, bien souvent le jeu était rendu en 720p, voire même moins, et là, FSR était juste mauvais par rapport à DLSS. Et bien, cette nouvelle mise à jour FSR 3.1 permet d'améliorer ça. Donc, ils ont montré, alors c'est juste des GIFs qu'ils ont postés jusqu'à maintenant, pas des vidéos haute qualité et tout ça. Donc, tenez compte que le bending, notamment que vous voyez ici, c'est juste la qualité du GIF, ça n'a rien à voir avec FSR. Mais comme vous pouvez voir ici, là, on a dans Ratchet Clank, qui est l'un des jeux où FSR avait vraiment des gros problèmes, on peut voir que ce truc qui tourne, je ne sais pas exactement ce que c'est, il y avait beaucoup d'artefacts avant, avec l'ancienne version d'FSR, donc 2.2, mais sur la version du coup améliorée FSR 3.1, beaucoup mieux. On avait aussi beaucoup de shimmering, comme ça s'appelle, donc vous pouvez voir que il y a des choses on dirait que ça clignote, alors qu'à droite, ça clignote pas trop, mais ça aussi, c'était dû du coup à juste l'upscaler qui n'était pas assez bon. Même pas forcément la génération d'images, encore une fois. Donc, ma foi, cette amélioration est bienvenue, largement bienvenue, devra arriver très bientôt. Les jeux devront le supporter, évidemment, devront mettre à jour leur implémentation de FSR, mais ça devrait être plutôt rapide parce que FSR est assez rapide à implémenter. Mais quoi qu'il arrive, ça devrait améliorer la qualité largement pour tout le monde. Une autre nouveauté aussi très importante, c'est le fait que maintenant, vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'upscaler FSR pour utiliser la frame génération FSR. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, NVIDIA, en réalité, le permet déjà. Vous pouvez upscale l'image avec FSR, dans par exemple Cyberpunk, il me semble, mais activer la génération d'image NVIDIA. Ça peut paraître contre-productif, mais vous pouvez totalement le faire. Donc, c'est-à-dire que l'image est upscale par la technologie d'AMD, mais vous générez plus d'images avec la technologie d'NVIDIA. Eh bien, maintenant, FSR 3.1 vous permettra de le faire aussi. Donc, vous pourrez par exemple upscale l'image avec DLSS
qui est meilleur certainement, il faudra voir dans les tests, et utiliser la génération d'images AMD. Et le grand avantage de ça, il y en a qui vont dire, mais à quoi ça sert? Autant utiliser juste DLSS. Et il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser la génération d'images DLSS, ceux qui ont des RTX 3000. Donc ceux qui ont une RTX 3000 pourront avoir toujours DLSS, mais générer des nouvelles images avec FSR. Et ça, c'est une très bonne chose pour en particulier ces personnes-là, y compris ceux sur RTX 2000. Vous pourrez vraiment avoir maintenant de la génération d'images tout en gardant le gros de l'avantage d'avoir DLSS. Donc, basiquement, AMD a rendu les RTX 3000 et 2000 meilleurs avec FSR 3.1, ce qui est assez ironique parce que ça devrait être le travail de Nvidia. Enfin bref, dans tous les cas, une très bonne chose, très bonne mise à jour. Faudra voir toutefois quand ça sortira ce que ça donne, hein, tenez-en compte. Mais visiblement, il y a beaucoup d'améliorations là-dessus et c'est une bonne chose. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Nous avons aussi Microsoft qui a tout simplement révélé DirectSR. Donc je vous rappelle, DirectSR, c'est tout simplement Microsoft qui rajoute le support des upscalers directement dans DirectX. Donc le but, en tout cas qu'on avait vu dans une news précédente, c'était de permettre aux développeurs de facilement rajouter un upscaler tel que DLSS, FSR et tout ça dans leurs jeux vidéo, et y compris même sur la version Xbox, parce que je vous rappelle que les Xbox utilisent basiquement DirectX aussi, et utilisent une version simplifiée de Windows. Du coup, la bonne nouvelle ici, c'est que DirectSR n'est pas le propre upscaler de Microsoft. Ils n'ont pas fait leur propre upscaler. Non, DirectSR est juste une interface. Donc le développeur pourra juste implémenter ça, et DirectSR prendra les paramètres suivants, donc le source color image, le source depth, le motion vector, tout le tralala. Donc le développeur aura juste à fournir ça. Et puis selon le GPU que vous avez sur votre PC, ce sera DLSS qui tourne, ou ce sera FSR qui tourne, et ainsi de suite. Et donc, ça permettra au développeur de ne pas devoir choisir. Le développeur n'aura pas à choisir. Il implémentera juste DirectSR, et puis après, via les drivers d'NVIDIA, AMD, tout ça, l'upscaler de leur choix pour votre GPU tournera en arrière-plan. Et du coup, pour l'utilisateur, c'est génial parce qu'ils ils ont plus de choix, ils peuvent avoir un upscaler plus facilement dans n'importe quel jeu. Pour les développeurs, c'est plus facile, ils n'ont plus besoin de choisir l'un ou l'autre upscaler et de devoir tous les implémenter, ils ont juste à implémenter ça. Donc oui, franchement, c'est génial. C'est une très bonne chose, et comme c'est intégré à DirectX, il faut quand même le dire, DirectX est très utilisé forcément pour le développement de jeux vidéo. Ça veut dire que beaucoup de jeux pourraient supporter ça, et donc on aurait enfin de l'upscaling facile dans plein de jeux, et ça c'est une très bonne chose. Donc ouais, quoi qu'il arrive, comme je le dis, vous aurez toujours FSR ou XeSS de Intel ou DLSS qui tourne en arrière-plan. Ça vient avec leurs avantages et désavantages, donc tenez-en compte. Donc si vous avez une carte graphique AMD et que un jeu implémente DirectSR, en toute logique, ce sera FSR qui tournera. Si vous avez une carte graphique Nvidia, ce sera DLSS. Après, rien n'empêche toujours un développeur de rajouter le support par eux-mêmes à côté, ce qui veut dire peut-être avoir un support plus, je sais pas moi, plus en direct, ou des fonctionnalités spéciales ou autre chose. Mais le but ici, c'est juste de simplifier le développement pour les développeurs, et d'arrêter d'avoir ce choix en fait entre trois upscalers différents. Donc une bonne chose, et j'ai hâte de voir ça arriver. Ensuite, on a une autre news AMD avec le fait qu'ils ont présenté une démo où ils font le rendu d'un jeu vidéo avec WorkGraph, qui est du coup une fonctionnalité déjà présente dans DirectX, il faut le savoir, mais que basiquement personne n'utilise, et aussi que aucun du coup fabricants de GPU semblent avoir supporté via leur driver, et qui permet du coup de faire le rendu un petit peu d'une manière différente. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un petit peu comme Rebar à l'époque. Rebar, c'est la fonctionnalité qui permet d'allouer plus de RAM à un GPU, RAM system, alors que c'était très limité avant. Et du coup, cette fonctionnalité, par exemple, est hyper importante pour les Intel Arc, et aussi peut aider dans certains jeux à avoir beaucoup plus de performance. Donc un petit peu genre AMD regarde à des technologies que personne n'a utilisées, qui sont pourtant présentes partout. Ils sont en mode oh hey, c'est pas mal ça, peut-être qu'on va le supporter en fait. Et donc c'est la même chose avec WorkGraph. Donc le but de WorkGraph, tout simplement, contrairement à la méthode que tout le monde utilise jusqu'à maintenant, qui est execute indirect, c'est de exécuter plus de choses via le GPU et d'être moins limité par le CPU. Et vous auriez du coup, ici il le montre, execute indirect serait
1,64 fois plus lent que Warcraft. Donc ça donnerait un gain, si vous inversez, de 39% pour Warcraft. Donc tenez-en compte, c'est juste une démo. C'est aussi certainement un jeu qui illustre assez bien un cas où vous êtes limité par le CPU et où Warcraft serait très intéressant. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir 39% de performance en plus dans tous les jeux qui implémentent ça. Non. Certains jeux, vous aurez peut-être même un gain négatif. Et d'autres jeux, ce sera juste 3%, 1%. Mais dans les jeux fortement limités CPU, ça pourrait être très intéressant si c'est supporté pleinement. Donc là, AMD montre que c'est possible et surtout, du coup, s'ils le rajoutent proprement via leur driver et tout ça, n'importe quel développeur qui voudra utiliser cette fonctionnalité pourra l'utiliser. Et notamment, il faut savoir que Epic Games, avec leur Unreal Engine, veulent que cette fonctionnalité soit implémentée depuis des années parce que ils sont assez bien limités des fois par le CPU avec Unreal Engine, avec la méthode actuelle d'execute indirect. Donc eux, ils vont être, ma foi, assez contents. Est-ce que ça veut dire qu'NVIDIA va le faire? Je ne sais pas, parce que c'est NVIDIA. Mais peut-être que vu que AMD le fait, Nvidia va se dire, oh, ok, bon, on devrait peut-être le faire. Donc, un petit peu comme Rebar, encore une fois, ils vont se dire, oh, ok, on devrait aussi rajouter le support. Donc, ma foi, on verra bien. Ça fait pas de mal d'avoir plus d'options. Je pense que c'est surtout ça le truc qu'il faut retenir. C'est peut-être pas la meilleure technologie pour tout le monde, tous les jeux, mais pour les jeux qui en ont vraiment besoin, ça fait pas de mal de l'avoir. Donc, ce serait bien que ce soit le cas. Ensuite, nous avons SK Hynix qui a présenté leur GDDR7, ou en tout cas qui l'ont teasé. Et contrairement à Samsung qui était plutôt conservateur, hein, Samsung c'est genre, oh, on a de la GDDR7 à 27 Gbps ou à 32. SK Hynix, ils ont dit, ah non, nous, jusqu'à 40 Gbps. Et du coup aussi, ils ont présenté une puce de 3 Go. Et ça, c'est très intéressant parce que une puce de 3 Go permettrait évidemment d'avoir beaucoup plus de RAM, même sur un GPU avec un bus mémoire limité. Donc, imaginez à 4060, au lieu d'avoir du coup 8 Go, elle aurait en toute logique 12 Go. Voilà, je réfléchissais, un petit calcul dans ma tête. Parce que la 4060 utilise des puces de 2 Go, elle en a 4 du coup de 2 Go pour donner 8 Go. Donc, au lieu d'en avoir 4 x 2, vous auriez 4 x 3, ça donnerait 12 Go. Donc, en utilisant ce genre de puce mémoire, même sur un GPU avec une largeur de bus assez limitée, on aurait enfin une capacité de mémoire que je qualifierais de respectable. Donc, en gros, ce serait bien que Nvidia l'utilise pour la prochaine RTX 5000, ainsi que évidemment AMD. Mais il faut savoir qu'il y a eu des rumeurs comme quoi, du coup, Nvidia, et c'est logique en réalité, n'utiliserait que la GDDR7 sur les GPU haut de gamme. Et les GPU milieu de gamme, eux, auraient toujours de la GDDR6X, voire même GDDR6. C'est logique en réalité parce que, si vous en tenez compte, la 4090 utilise la GDDR6X. Et évidemment, la 5060, quand elle sortira, ne sera pas aussi puissante qu'une 4090. Donc pourquoi la 5060 aurait besoin d'une RAM plus rapide qu'une 4090, hein? Ça semble logique. Mais évidemment, ça veut dire qu'on pourra encore avoir des situations où certaines cartes Nvidia ont juste 8 Go de RAM et ça ne fait pas plaisir, on va être honnête. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que, honnêtement, si Nvidia se tire encore une balle dans le pied à faire ça, je comprends vraiment pas. Nvidia, par pitié, 12 Go minimum pour la 4060. Minimum. Je sais que juste rajouter de la RAM ne fixe pas le problème, mais faut être honnête, beaucoup de jeux AAA commencent à atteindre la limite des 8 Go très facilement. Rendre sa carte moins future-proof juste parce que vous voulez juste prouver que vous avez raison, qu'on n'a pas besoin de vraiment plus de 8 Go, ça ne change rien. Ça ne change rien le fait que certains développeurs ont la flemme de développer correctement pour PC et prennent juste la version console qui a plus de RAM vidéo disponible, parce que PS5 notamment, vous pouvez aller jusqu'à 12 Go de RAM à la carte graphique de la PS5. Quand vous prenez un jeu PS5 et vous le mettez sur PC et que vous avez la flemme de rechanger ça, oui, les 8 Go, ils sont pas assez. C'est la faute techniquement du développeur. 8 Go est largement suffisant.
mais ça ne changerait en fait que c'est une réalité. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Enfin bref, je m'écarte totalement. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu pour la mémoire Samsung, encore une fois en GDDR7. Donc il faudra voir ce qu'utilise Nvidia exactement, mais c'est à peu près sûr qu'ils vont utiliser de la mémoire Samsung parce que jusqu'à maintenant, ils utilisent souvent de la mémoire Samsung. Mais évidemment, ce n'est pas 100% garanti. Ensuite, on a une news comme quoi AMD réaffirme que Strix Point et du coup Zen 5 et RDNA Plus 3 il faut le savoir plutôt, arriverait bien en 2024. Donc Strix Point, c'est les prochains CPU mobiles d'AMD. Donc on ne parle pas ici de CPU forcément de PC fixe, mais du coup c'est les 7040 series, 8040 series, ben, là ce serait les 9040 series, qui du coup arriveraient selon AMD en 2024 et utiliseraient des nouveaux cœurs Zen 5 et aurait aussi des GPU RDNA 3 ⁇ Et aussi, il précise que du coup, RDNA 3 ⁇ les GPU, donc là on parle plus de CPU mobile, même si ces CPU mobiles utiliseraient en partie ça, on parle ici vraiment de GPU, de cartes graphiques que vous pourrez acheter. Ben, les cartes RDNA 3 ⁇ arriveraient fin 2024 aussi. Et ça, c'est une bonne news. Alors, comme vous pouvez voir, on est passé des RDNA 2.0, qui étaient les RX 6000, à RDNA 3.0, les RX 7000, et là on passerait à RDNA 3 ⁇ Donc oui, comme le nom l'indique, ça va être une amélioration d'RDNA 3, mais ça va pas non plus être certainement une toute nouvelle architecture avec plein de changements et tout ça. Donc plus peut-être une correction d'RDNA 3, optimiser là où ils peuvent, utiliser de la GDDR7, ce genre de choses pour améliorer les performances. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça va être mauvais, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un énorme gain non plus, il faut voir. Donc quoi qu'il arrive, ça arrive fin 2024, avec les RTX 5000 qui arrivent aussi fin 2024 probablement. Ben oui, on devra avoir des nouveaux GPU à la fin de l'année, et ça c'est plutôt une bonne news. Moi j'espère en tout cas qu'on aura de la bonne valeur pour l'argent, parce que c'est le plus important. C'est cool des nouveaux GPU, mais s'ils coûtent trop cher, on s'en fiche un petit peu. Après, évidemment, l'avantage aussi, c'est que ça fera chuter les prix des RX 7000. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ainsi que les RTX 4000. Et ça veut dire peut-être qu'on pourra acheter des GPU pour moins cher. Ah, aussi par rapport à ça, la question aussi qui se pose, et ça, on n'a pas encore de confirmation, mais avec évidemment l'arrivée de nouveaux processeurs mobiles, Zen 5, il faudra voir aussi la version PC fixe quand elle arrivera, mais normalement aussi ce serait fin 2024 en réalité, ou courant 2024, donc on verra bien. Et aussi l'arrivée de RDNA 3 ⁇ moi ce qui m'intéressait de savoir, ce serait est-ce qu'on va avoir une nouvelle puce Ryzen Z, donc une Z2 certainement, qui sera la successeur de la Z1 qu'on a dans la ROG Ally notamment, et qui pourrait peut-être se retrouver dans une nouvelle version du Steam Deck. Ça m'intéresserait, surtout l'amélioration GPU, parce que le CPU suffisamment puissant pour un Steam Deck. Mais si on peut avoir un meilleur GPU qui consomme pas plus mais qui est plus performant, moi, je serais très intéressé. Surtout qu'on l'a vu notamment avec juste RDNA 3.0. Vous avez les APU AMD, notamment le 8700G, a basiquement en puissance GPU autant de puissance qu'une GTX 1650, une carte graphique dédiée. Donc, évidemment, pour un APU qu'on va avoir dans un Steam Deck ou autre chose, on va pas avoir la même puissance, hein, mais on pourrait quand même avoir énormément de puissance et encore plus que ce qu'on a maintenant. Donc ça, j'espère aussi que AMD va rester à fond là-dessus, il va continuer de développer ce genre de processeur parce que c'est hyper intéressant pour les consoles mobiles. Et en parlant de consoles, mais là pas du tout mobile, nous avons du coup des kits de développement de la prochaine Xbox qui ont été vus dans des papiers officiels au niveau de l'Office de régulation de la Corée du Sud. Donc, basiquement, quand ça arrive dans ces offices de régulation qui doivent valider les produits avant qu'ils arrivent sur le marché, ça indique que la prochaine console arrive très bientôt. Donc ça a été le cas avec notamment le kit de développement de la Xbox 360, comme ils disent, qui était arrivé juste un petit peu avant son annoncement. Son annoncement, oui, il me semble que c'est français, en tout cas avant que ce soit annoncé. Donc globalement, ça pourrait dire que Xbox, ou plutôt Microsoft, annoncerait la prochaine Xbox, fin d'année peut-être, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. On ne sait pas encore le nom. On a la série X. Est-ce que ce sera la série Z? Peut-être. Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, nouvelle console qui arrive très bientôt, avec aussi les rumeurs de PS5 Pro. Ça annonce beaucoup de choses. En plus des nouvelles
carte graphique et tout ça, ben, ceux qui sont sur console, vous avez aussi pas mal de nouveautés. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Sama Show aussi. Il n'y a pas plus à dire. J'espère que vous avez trouvé intéressant. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à checker le deal sur le casque Corsair. Ciao!